Donc nous allons tout de suite présenter la conférence du professeur Jean-Michel Le Cerf, qui est professeur de nutrition à Lille, qui va nous parler de l'évolution des concepts concernant l'histoire de la nutrition au fil des âges. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la grande histoire de la nutrition et de l'alimentation. Alors, on va faire un retour en arrière un peu rapide, bref, au temps du Paléolithique, à l'époque où l'homme vivait de la cueillette et de la chasse. En fait, il mangeait ce que la nourriture, ce que la nature lui offrait, et il mangeait pour survivre. Il n'était pas dans une préoccupation sans doute autre. La durée de vie était courte à l'époque, et finalement, ce qui était une évidence sans doute pour l'homme déjà à cette époque, c'est que trop peu manger, c'était sans doute mourir. Et donc la recherche de nourriture était une recherche de survie. Il y a eu des progrès énormes qui sont arrivés avec l'irruption du feu et donc de la cuisson, qui a permis la conservation, qui a permis donc l'humanisation également de l'alimentation, avec des rapports humains qui se sont modifiés grâce au fait que l'on pouvait conserver et ensuite partager la nourriture. C'est un élément tout à fait important. Et puis la cuisson a permis sûrement d'augmenter la digestibilité, l'efficacité des aliments et notamment des protéines. Ensuite, du Mésolithique au Néolithique, eh bien, sont apparus l'élevage et la culture. Élevage qui a permis l'introduction du lait dans l'alimentation, une augmentation aussi de la disponibilité de la viande, et probablement cela a pu contribuer à l'augmentation de la taille du cerveau, cette amélioration de la qualité de notre alimentation et de l'apport en protéines. L'irruption de la culture et donc des céréales cultivées a permis également d'augmenter la diversité alimentaire et donc sans aucun doute la fertilité, peut-être aussi la fécondité, bien entendu. Et on voit que dans les traditions antiques et préhistoriques, eh bien, la femme était toujours représentée comme une Vénus gynoïde, hypergynoïde, symbole de fécondité. C'est quelque chose qui est tout à fait classique. Alors, on peut aussi aller chercher dans les textes anciens, il y en a de très nombreux, ce que l'on disait de la nourriture à une époque, ici celle de la Bible. On en parlait en général en bien, et c'est toujours intéressant de le noter. Je cite ici par exemple le psaume 103, 1, 11. De la terre il tire son pain, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et donc on voit très bien que cette caractéristique positive du message biblique à propos de l'alimentation, même si dans la Genèse il avait été déjà écrit à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. C'est toute une autre histoire qui reflète aussi la condition humaine, qui est une condition de souffrance. Dans la Bible également, d'autres écrits, dans l'Ecclésiaste par exemple, ici, ce texte sur la tempérance, mon fils, pendant ta vie, éprouve ton tempérament, vois ce qui t'est contraire et ne te l'accorde pas, car tout ne convient pas à tous et tout le monde ne se trouve pas bien de tout. Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger est malsain. L'intempérance provoque les coliques, beaucoup sont morts pour avoir trop mangé. Celui qui se surveille prolonge sa vie. Ecclésiaste 37. On voit très bien ce bon sens qu'on pourrait qualifier de sagesse, mais la sagesse dans la Bible, ça a un autre sens, de prévention en tout cas, et puis d'évidence. Et beaucoup de textes anciens mettent en garde, bien sûr, contre les excès et mettent en valeur la modération et donc la prudence. C'est intéressant de le noter. Et dans l'Antiquité, il y a également eu de nombreux écrits autour de l'alimentation et de nombreux philosophes qui se sont exprimés. Alors, ils sont tous cités, enfin quelques-uns sont cités ici, je ne vais pas détailler. Chacun connaît cette fameuse phrase que Hippocrate aurait prononcée, que vos aliments soient vos remèdes ou soient vos médicaments. En tout cas, il y avait déjà à l'époque une préoccupation importante autour de la nourriture, avec
peut-être déjà les prémices de l'hygiénisme, qui alternait quand même aussi avec l'épicurisme, le plaisir alimentaire, bien sûr, qui est extrêmement important, qui l'a toujours été, et qui le restera, même s'il a été malmené avec les époques. Cette notion aussi de pur et d'impur, que l'on retrouvera d'ailleurs dans les grandes religions, notamment dans la religion juive. Et puis, dans l'Antiquité, Platon, avec philosophie et diététique qui se rejoignent, c'est intéressant de voir que les diététiciens ou les nutritionnistes étaient des philosophes à l'époque. Dans les dialogues, ici, Platon dit l'excès est responsable de nombreux maux, principe de modération, bien sûr, à nouveau, qu'on avait déjà vu précédemment. Platon lui-même a déjà mis en honneur le régime méditerranéen et les aliments du régime méditerranéen. Alors, il n'était pas forcément connu, en tout cas ni dans ses effets détaillés, ni dans ses principes et les facteurs explicatifs, mais il y avait déjà cette impression que c'était un régime qui correspondait bien à la nature humaine. Toujours dans l'Antiquité, du côté des Romains, cette fois-ci, l'homme est ce qu'il mange, et c'est le fameux principe d'incorporation qui est un principe absolument universel et essentiel en nutrition, c'est-à-dire que nous devenons ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous mangeons. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous connaissez cet adage. Et donc, chez les Romains, il était appliqué aux sportifs. Par exemple, c'est assez amusant de voir que chez les Romains, aux sportifs, selon leur sport, on donnait aux lutteurs du buffle, aux coureurs de la gazelle et aux sauteurs du lièvre, pensant qu'ils allaient incorporer davantage les propriétés de l'animal consommé. Donc, un principe très important qui existe toujours dans notre inconscient individuel et collectif, qui évoque aussi ce qu'on appelle la symbolique alimentaire. Que représentent les aliments? La viande rouge, c'est le sang, c'est la force. Les légumes, c'est peut-être autre chose. En tout cas, c'est pas la force. C'est aussi la pensée magique qu'on retrouve dans la médecine chinoise, dans la macrobiotique, avec, par exemple, euh, selon la forme de l'aliment consommé, un bénéfice sanitaire pour les maladies du cerveau, les noix, pour les maladies du poumon, le chou-fleur, pour les maladies rénales, les haricots, puisque ces aliments ressemblent aux organes à soigner. Au Moyen Âge, l'école de Salerne, 11e et 12e siècle, qui est à nouveau dans la prévention et la sagesse, lisez plutôt veux-tu jouir en paix d'une santé prospère? Chasse les noirs soucis, fuis ton emportement, ne bois que peu de vin, soupe légèrement. Souviens-toi de marcher quand tu quittes la table. Du sommeil en plein jour, crains l'attrait redoutable, crains en toi le séjour de l'urine et des vents. Fidèle à ces conseils, tu vivras de longs ans. Et tu sens médecin? Les meilleurs, je l'atteste, ce sont, crois-moi, repos, gaieté, repas modeste. Et donc, voilà, on n'a rien inventé. Contrairement à ce qu'on en pense, déjà, c'est le conseil de bon sens au Moyen Âge. Au Moyen Âge, c'est aussi l'époque de Sainte Hildegarde, et puis d'autres saints, bien entendu, mais elle qui est la sainte écolo-ésotérique, un peu récupérée parfois, qui s'était intéressée à un nombre incroyable de domaines, que ce soit du côté des pierres ou du côté des aliments, à côté de sa spiritualité. Vos aliments doivent être vos forces curatives, disait-elle, avec des conseils qui nous paraissent un peu désuets. Débuter la journée par un repas qui chauffe l'estomac, mais pas trop, car sinon elle fait naître la lèpre dans le ventre. En fait, l'estomac était considéré comme une chaudière, et donc il était important d'avoir des aliments chauds dans certaines conditions. Elle conseille d'éviter certains aliments. Aujourd'hui, on n'en voit pas trop la raison. Voilà, certains suivent ces préceptes de façon assez rigoureuse. Je ne sais pas trop si c'est toujours justifié. Au Moyen Âge, c'est aussi la hiérarchie sociale des aliments, c'est-à-dire que chaque classe sociale a son style alimentaire. Oratores, les priants doivent être frugaux, les balatores, les combattants, doivent manger de la viande rôtie et grillée en grande quantité, des épices fortes qui stimulent, et ils sont amenés à manger des oiseaux. Je dirais pourquoi les grands oiseaux, les laboratores, ceux qui travaillent,
les paysans, eux, vont plutôt manger des animaux de la basse-cour, des légumes et des légumes secs, qui sont plus proches du sol et moins valorisés par conséquent. Il y a en effet au Moyen Âge une analogie entre le corps et le monde, et ce que nous mangeons reflète aussi notre classe sociale. Ce que nous mangeons, c'est aussi quelque chose qui doit tenir compte des saisons, et puis cette histoire des tempéraments qui va conditionner les choix alimentaires. Si on a un tempérament froid et sec, il faudra plutôt le réchauffer, et si on a un tempérament chaud et sec, il faudra plutôt le refroidir avec des aliments qui auront ces propriétés. Puis à l'époque, on ne connaissait pas, bien sûr, les maladies et tout était, les causes des maladies, tout était lié aux humeurs internes qui tournaient, les humeurs noires, par exemple. Au printemps, éviter d'accroître les humeurs qui abondent, manger des viandes légères et saigner pour ôter les humeurs. On n'avait pas beaucoup d'idées sur les causes des maladies. Et puis, on voit toujours à la Renaissance ces conseils pour vivre plus longtemps, devenir médecin soi-même, écouter son corps et ses sensations internes. Bah, à nouveau, rien inventé. J'ai mal dormi. Le vin m'a provoqué une forte sensation de mal-être. J'en ai fait des cauchemars. Donc, le philosophe vénitien Cornaro était également dans le bon chemin. Au Moyen Âge, Paracelse, bien sûr, avec entre occultisme et science, des discours dont nous avons retenu en particulier tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Il a toujours raison. C'était un médecin suisse qui était alchimiste et on comprend bien que entre l'alchimie et l'occultisme, il y avait finalement peu de distinction. Il était quand même scientifique, ce qu'il a dit à l'époque reste vrai dans l'immense majorité des cas, si ce n'est peut-être pour quelques perturbateurs endocriniens. Et puis l'époque moderne est arrivée avec Semmelweis qui a démontré que le microbe se transmettait, même s'il n'a pas été reconnu en son temps. Et puis Pasteur qui a confirmé que la génération spontanée n'existait pas, que les microbes n'arrivaient pas comme cela, qu'ils étaient transmis. Il a affirmé d'ailleurs à l'époque que le vin était la boisson hygiénique parce que elle était dépourvue de microbes. Et puis, bien sûr, Claude Bernard, qui lui a mis en évidence l'importance de la régulation et du milieu intérieur. On voit déjà la physiologie qui apparaît. Et avec Pasteur, donc Claude Bernard, on passe une page. Les maladies ne sont plus liées aux humeurs internes, mais à des agents externes ou à des dérégulations. Donc ça, c'est très important parce que ça a tout bouleversé. Au XXe siècle, on arrive à la nutrition de façon un peu plus nette, avec avant 1930 Metchnikoff qui découvre le rôle des ferments lactiques, et puis la plupart des vitamines, en 1913 la vitamine B1 qui est découverte et d'autres vitamines qui sont découvertes ainsi que dans ces années-là le rôle des acides gras essentiels que l'on commence à voir poindre. Donc, la nutrition s'est d'abord intéressée à ces petites unités qu'on appelle les nutriments aujourd'hui, qui étaient considérés jouer tous les rôles. Et donc, la nutrition s'attachait surtout à lutter contre les carences, puisque bien manger, c'était d'abord ne manquer de rien. Et ça, c'est très important, ça nous a beaucoup, beaucoup marqué. Au XXe siècle, 1930-1950, l'école française à l'épreuve du rationnement pendant la période de la guerre, avec le début des expérimentations cliniques qui étaient réalisées, le début de la notion de ration, de quantité, et les premières enquêtes alimentaires, avec les premières tables de composition réalisées par Lucie Randouin. Les anciens nutritionnistes connaissent les tables de Lucie Randouin. À l'époque, finalement, les nutritionnistes n'existaient peut-être pas autrement que sous forme d'alimentationnistes. C'est quand même quelque chose de très fort de l'école française, c'est d'avoir commencé à sortir d'une vue un petit peu étriquée par les nutriments, s'intéressant donc à ce que les gens mangeaient. Il faut dire qu'on était en situation de pénurie et donc c'était essentiel. Pour autant, l'école américaine était un peu déconnectée et euh, parlait peut-être plus de calories et de nutriments que d'aliments. On était déjà un petit peu sur un registre différent.
et ça reste quand même vrai. Toujours au XXe siècle, 1940-1980, la grande époque de Trémolière, décédé en 1976, euh, nutritionniste, humaniste, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui disait de la diététique, c'est un art de vivre. Euh, il avait écrit notamment Partager le pain. Science et humanisme se renouent. C'est une grande époque. Et parmi les phrases que l'on retient de lui, notre société crée des obèses mais ne le supporte pas. Et donc, cette notion importante derrière le malade, derrière la maladie, il y a le malade. La diététique au XXe siècle, c'est aussi des périodes un petit peu différentes. Fin du XIXe, début du XXe, la médecine, pour guérir, amputer, supprimer, couper, eh bien, la diététique faisait pareil. C'était la grande époque des régimes privatifs qui ont tendance à revenir d'ailleurs de façon régulière. Et puis, au milieu du XXe siècle, jusqu'aux années 80, guérir, c'était plus amputer, mais remplacer. Ça a été l'époque des prothèses, des greffes, etc. Bien sûr, ça continue. Euh, quitte à ce qu'on abandonne toute autre forme de prise en charge thérapeutique. Les médicaments étaient également des prothèses, d'ailleurs. Le médicament faisait tout contre la constipation, contre les troubles du sommeil, contre les dégoûts. Ce qui compte, c'est le médicament. Et la diététique a été un peu reléguée derrière tout cela. Et puis aujourd'hui, enfin ensuite, fin du XXe siècle, on a commencé à partir des années donc 80 à mettre en avant la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est quand même un concept important avec la médecine par l'épreuve, mais aussi la nutrition par l'épreuve. C'est la grande époque de Henri Dupin, Gérard Debry, mais également de Marianne Apfelbaum, grand nutritionniste qui a bien montré la différence entre les individus, les mangeurs inégaux. C'est l'époque aussi de la nutrition positive, nutrition et diététique, les aliments et la santé. En 72, en 93, vous voyez ces couvertures de Science et Vie. Manger était bien vu. Et puis, 21e siècle, 2018, la nutrition triste, la nutrition austère, les empoisonneurs, tout va mal, c'est une catastrophe. Euh, je montre aussi cette représentation de la façon dont la diététique était perçue par les médecins spécialistes. À l'époque, quand on prescrivait des régimes aux obèses, c'était le régime haut ou zéro. Vous voyez comment on les considérait. Il n'y avait absolument rien à manger. C'était bien triste. En fait, on a vu une vue sans doute bien simpliste de la nutrition. Son enseignement était également un peu pauvre. Toujours fin du XXe siècle, début du XXIe, eh bien, les chantres de la maigritude, puisque finalement la diététique ne s'intéressait que au kilo, et il y a eu toute une folie de régimes qui se sont succédés, et ça continue aujourd'hui. Euh, Toutes sortes de régimes amaigrissants, ça va de Montignac à Ducamp, en passant par Atkins, et d'autres encore qui ont enrichi sans doute leurs auteurs et amaigri le porte-monnaie de ceux qui les ont pratiqués. Aussi, toute cette période plus ou moins récente du XXe siècle, avec ce que j'appelle les gourous de la diététique, où finalement, euh, voilà, on stigmatisait les aliments, on faisait des régimes dissociés, on considérait qu'il y avait des poisons. Voilà, la diététique faisait à l'époque peut-être tout, guérissait tout. Euh, on passe d'un excès à l'autre. C'est l'époque aussi du naturel qui commence à poindre. Ousmane, Mességuet, Eric Azaray, etc. C'est d'y aller. Et aujourd'hui, la médecine anti-âge, qui n'est plus de la médecine d'ailleurs, mais qui est du business. Voilà, les maladies de la surcharge et de la restriction se sont télescopées en quelque sorte.
avec aujourd'hui l'apparition de l'orthorexie, qui n'est pas une maladie, mais qui est un trouble quand même important de comportement alimentaire où on a peur de tout. L'anorexie étant une maladie mentale, la restriction cognitive étant la conséquence des régimes inappropriés. Et donc, on est rentré là depuis quelques années dans ce qu'on appelle les peurs alimentaires, peurs et rumeurs alimentaires, que je résumerai dans une phrase. Quand on est pauvre, on a peur de mourir de faim. C'est ce qui a été le cas de la condition humaine pendant longtemps. Quand on est riche, on a peur de mourir empoisonné par les pesticides ou autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une préoccupation quand même à avoir sur les pesticides. Vous voyez des livres aussi comme Le mal du sucre, qui sont des livres où on dramatise, bien sûr, à l'excès certains aliments, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les encourager. Voilà, pour vous illustrer ces peurs alimentaires, je montre cette diapositive qui est la composition exacte d'un aliment. Et on pourrait vous poser la question, est-ce que vous mangeriez cet aliment? Eh bien, sans doute pas. Et pourtant, si vous saviez que c'est la fraise. Voilà, donc les peurs alimentaires, un fonds de commerce, et je dirais c'est le propre de l'omnivore que d'avoir des peurs alimentaires. Elles vont continuer à se succéder encore pendant quelques années, vraisemblablement. On passe de l'une à l'autre. Aujourd'hui, tout ce qui est animal est mauvais, tout ce qui est végétal est porté au nu. Animal, hégémonie, végétal, au nu, c'est excessif. Les deux sont complémentaires. En effet, nutrition et sciences humaines sont à associer avec cette idée très importante de Claude Lévi-Strauss. Un aliment doit être bon à penser avant d'être bon à manger. Il disait bon à penser et bon à manger. Et puis aussi Claude Fischler, le grand sociologue français, qui a écrit L'Omnivore et qui disait que nous étions confrontés à des aliments qui étaient des objets comestibles non identifiés. C'est sans doute une des racines des peurs alimentaires. Aujourd'hui, la nutrition est devenue une science vraiment extraordinairement complexe avec de nouveaux champs qui s'ouvrent, hein, l'épigénétique, la métabolomique, la nutrigénétique, la nutrigénomique également. Je ne détaille pas, mais ça montre la complexité et la modestie que nous devons avoir en général dans nos propos. Nous mettre en garde contre la médicalisation excessive de la nutrition, qui reste quand même, manger reste un acte social et un acte de plaisir. Et puis, on est confronté à l'individualisme, au relativisme, tout se vaut. Et puis, au diktat alimentaire qui nous menace et au terrorisme alimentaire qui nous menace aujourd'hui, avec des injonctions pour manger droit, ceci, pas cela, c'est pas bien, culpabiliser, le devoir d'être en bonne santé, la notion de normes, normes sociales, normes médicales, normes alimentaires. Tout ceci pose des problèmes éthiques éventuellement. Bien sûr, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui à prendre en considération. Je terminerai en disant que ne pas oublier que l'homme est un mangeur intermittent. Il mange à des moments donnés à table lors de repas, mais c'est surtout un mangeur omnivore, donc il doit manger des aliments nourrissants. C'est un mangeur gourmand, il faut que les aliments soient bons. C'est un mangeur social, il doit manger avec d'autres. C'est un mangeur intelligent, il transforme les aliments, il cuisine, puisque l'alimentation a trois fonctions: nourrir, réjouir et réunir. Et les bons nutritionnistes ne doivent jamais, jamais oublier cette réalité triple de notre alimentation. Voilà, merci. Eh bien, je pense qu'on peut remercier le professeur Le Cerf de cette conférence très éclairante et nous allons malheureusement enchaîner directement sur la table ronde car monsieur Le Cerf n'est pas présent avec nous et donc il n'y aura pas de questions à cette conférence.